Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je peux être un peu tristounette, mais je vais bien. Je vais toujours bien de toute façon. Non, c'est faux. J'ai cette habitude de dire tout ce qui ne va pas et de dire mais sinon ça va. Voilà. Et voilà, je suis un tout petit peu tristounette. C'était pour vous le dire parce que ça peut se noter dans la voix. Mais j'espère que vous allez bien, que vous êtes en parfaite santé, que vous êtes d'une humeur très joyeuse et que tout va bien pour vous. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Je reprends Anna Karénine au chapitre 26 de la première partie. Le lendemain matin, Konstantin Levin quitta Moscou pour arriver chez lui vers le soir. En cours de route, il lia conversation avec ses voisins, causa politique, chemin de fer et tout, comme à Moscou, se sentit bientôt noyé dans le chaos des opinions, mécontent de lui-même et honteux sans trop savoir de quoi. Mais quand, à la lueur indécise qui tombait des fenêtres de la gare, il reconnut Ignace, son cocher borgne, le col du cafetan relevé par-dessus les oreilles, puis son traîneau bien capitonné, ses chevaux, la queue bien ficelée, les harnais agrémentés d'anneaux et de floches, quand, dès l'abord et tout en installant les bagages dans le traîneau, Ignace lui raconta les nouvelles de la maison, à savoir que l'entrepreneur était arrivé et que la panne avait vélé, il lui sembla sortir peu à peu du chaos. Il sentit faiblir sa honte et son mécontentement. Ce n'était encore qu'une première impression réconfortante. Cependant, il s'enveloppa dans la peau de mouton que le cocher avait pris soin de lui apporter, s'installa dans le traîneau et donna le signal du départ. Alors, tout en songeant aux ordres à donner dès son retour et en examinant le cheval de volée, son ancien cheval de selle, une belle bête du Don usée mais encore rapide, il envisagea son aventure sous un tout autre jour. Il ne cessa de vouloir être un autre que lui-même et souhaita seulement devenir meilleur qu'il n'avait été jusque-là. Et d'abord, au lieu de chercher dans le mariage un bonheur chimérique, il se contenterait de la réalité présente. Puis il ne céderait plus à ces vulgaires entraînements dont le souvenir l'obsédait la veille avant de faire sa demande. Enfin, il ne perdrait point de vue son frère Nicolas et lui viendrait en aide dès que le malheureux se sentirait plus mal, ce qui certainement ne saurait tarder. Leur entretien sur le communisme lui revenant en mémoire, il se prit à réfléchir sur ce sujet auquel il n'avait alors prêté qu'une attention distraite. S'il considérait comme absurde un changement radical des conditions économiques, le contraste injuste entre la misère du peuple et le superflu dont il jouissait l'avait depuis longtemps frappé. Aussi, bien qu'il eût toujours beaucoup travaillé et vécu très simplement, se promit-il de travailler encore davantage et de mener une vie encore plus simple. Ces bonnes résolutions, auxquelles il se complut tout le long du chemin, lui parurent faciles à tenir, et lorsque vers les 9 heures du soir il arriva chez lui, de grands espoirs l'animaient. Une vie nouvelle, une vie plus belle allait commencer. Un ray de lumière tombait des fenêtres d'Agathe Michalovna, la vieille bonne de Levin promue économe. Elle ne dormait pas encore et réveilla en sursaut Kousma, le galopin, qui accourut au perron pieds nus et à moitié endormi. Il faillit être renversé par Mignonne, la chienne couchante qui se précipitait avec de joyeux aboiements à la rencontre du maître. Dressée sur les pattes de derrière, elle se frottait aux genoux de Levin et se retenait avec peine de lui planter celle de devant sur la poitrine. « Vous voilà revenu bien vite, notre monsieur, dit Agathe Michalovna. Le mal du pays, Agathe Michalovna. On est bien chez les autres, mais on est encore mieux chez soi, répondit-il en passant dans son cabinet. La flamme d'une bougie apportée en hâte éclaira lentement la pièce, et Levin vit peu à peu sortir de l'ombre les objets familiers. Les bois de serre, les rayons chargés de livres, le miroir, le poêle dont la bouche de chaleur attendait depuis si longtemps une réparation, le vieux divan de son père, le grand bureau où reposait un livre ouvert, un cendrier cassé, un cahier ouvert de son écriture. En se retrouvant là, le changement d'existence dont il avait rêvé chemin faisant lui apparut moins facile à réaliser. Il se sentait comme enveloppé par tous ces vestiges de sa vie passée. Non,
semblait-il lui dire « Tu ne nous quitteras pas, tu ne deviendras pas un autre. Tu resteras ce que tu as toujours été, avec tes doutes, ton perpétuel mécontentement de toi-même, tes vaines tentatives de réforme, tes rechutes, ton éternelle attente d'un bonheur qui se dérobe et n'est point fait pour toi. » À cet appel des choses, une voix intérieure répliquait qu'il ne fallait pas être esclave de son passé, qu'on faisait de soi ce qu'on voulait. Obéissant à cette voix, Lévin s'approcha d'un coin de la pièce où se trouvaient 2 poids de 30 livres. Il les souleva dans l'intention de se redonner de la vigueur par un peu de gymnastique. Mais comme des pas se faisaient entendre près de la porte, il les déposa précipitamment. C'était le régisseur. Il déclara que Dieu merci, tout allait bien, sauf que le sarrasin avait échauffé dans le nouveau séchoir. La nouvelle irrita Lévin. Ce séchoir, construit et en partie inventé par lui, n'avait jamais été approuvé par le régisseur qui annonçait maintenant l'accident sur un petit ton de triomphe. Convaincu qu'il avait négligé certaines précautions 100 fois recommandées, Lévin semonça vertement le personnage, mais sa mauvaise humeur tomba à l'annonce d'un heureux événement. La ponne, la meilleure des vaches, achetée au concours agricole, avait vélé. « Kousma, vite ma peau de mouton. Et vous, dit-il au régisseur, faites allumer une lanterne, je vais aller la voir. » L'étable des vaches de prix se trouvait tout près de la maison. Lévin longea le tas de neige accumulé sous les buissons de lilas, s'approcha de l'étable et en ouvrit la porte à moitié gelée sur ses gonds. Une chaude odeur de fumier s'en exhalait. Les vaches, surprises par la lumière de la lanterne, se retournèrent sur leur litière de paille fraîche. La large croupe noire tachetée de blanc de la hollandaise brilla dans la pénombre. L'aigle, le taureau, qui reposait un anneau passé dans les narines, fit mine de se lever, puis changea d'idée et se contenta de souffler bruyamment chaque fois qu'on passait près de lui. La ponne, une belle vache rousse, immense comme un hippopotame, était couchée devant sa génisse qu'elle flairait tout en la dérobant au regard des arrivants. Lévin entra dans sa stalle et l'examina et souleva la génisse tachetée de blanc et de rouge sur ses longues pattes chancelantes. La vache beugla d'émotion, mais se rassura quand Lévin lui rendit son petit, qu'elle se mit à lécher de sa langue rêche après avoir exhalé un profond soupir. Le nouveau-né frétillait de la queue et fouillait du mufle sous les flancs de sa mère en quête de tétine. « Éclaire donc par ici, Fiodor, passe-moi la lanterne, dit Lévin en examinant la génisse. Elle tient de sa mère, bien que la robe soit du père. Une belle bête, ma foi, longue et bien membrée. N'est-ce pas qu'elle est belle, Vassili Fiodorovitch ?» dit-il d'un ton très aimable au régisseur, oubliant dans sa joie l'ennui du sarrasin échauffé. « Elle a de qui tenir. Comment serait-elle laide ? À propos, Simon, l'entrepreneur, est arrivé le lendemain de votre départ, Constantine Dmitrievitch. Il faudra, je crois, s'entendre avec lui au sujet de la machine. Je vous en ai déjà parlé, si vous vous souvenez. » Cette seule phrase fit rentrer Lévin dans tous les détails de son exploitation qui était grande et compliquée. De l'étable, il alla donc tout droit au bureau du régisseur où il eut une conférence avec l'entrepreneur. Il rentra enfin chez lui et monta au salon. Chapitre 27. C'était une grande maison à l'ancienne mode et, bien qu'il habitât seul, Lévin l'occupait et la chauffait en entier. Pareil genre de vie pouvait passer pour absurde et cadrait mal avec ses nouveaux projets. Lévin le sentait bien, mais cette maison était pour lui tout un monde où avaient vécu et trépassé son père et sa mère. Ils y avaient mené une existence qui lui semblait l'idéal de la perfection et qu'il rêvait de recommencer avec une famille à lui. Bien qu'il se la rappelât à peine, Lévin avait pour la mémoire de sa mère un véritable culte. Il lui semblait impossible d'épouser une femme qui ne fût point la réincarnation de cet idéal adoré. Il ne concevait point l'amour en dehors du mariage. Bien plus, c'est à la famille qu'il pensait tout d'abord et ensuite à la femme qu'il la lui donnerait. Différent sur ce point d'opinion avec presque tous ses amis, qui ne voyaient dans le mariage qu'un des nombreux actes de la vie sociale, il le considérait comme l'acte principal de l'existence, celui dont dépendait tout notre bonheur. Et voici qu'il fallait y renoncer. Il entra dans le petit salon où l'on avait coutume de servir le thé, prit un livre et s'installa dans son fauteuil. Et, tandis qu'Agathe Mikhailovna lui apportait sa tasse et se retirait près de la fenêtre en déclarant comme d'habitude « Je m'assieds, notre monsieur », il sentit à sa grande surprise qu'il n'avait point renoncé à ses rêveries et qu'il ne pouvait vivre sans elle. Elle ou une autre, peu importe, se dit-il.
mais cela sera. Il avait beau se contraindre à lire ou prêter l'oreille au bavardage d'Agathe Michalovna, diverses scènes de sa future vie de famille se présentaient en désordre à son imagination. Il comprit qu'une idée fixe s'était installée pour toujours au tréfonds de son être. Agathe Michalovna racontait que, succombant à la tentation, Prochor, à qui Lévin avait donné une certaine somme pour s'acheter un cheval, s'était mise à boire et à rouer de coups sa femme qui avait bien failli rester sur place. Tout en l'écoutant, Lévin lisait son livre et retrouvait peu à peu le fil des idées que cet ouvrage avait naguère éveillées en lui. C'était le traité de Tyndall sur la chaleur. Il se souvenait d'avoir été offusqué par la suffisance de l'auteur, trop enclin à prôner ses expériences et par son manque de vue philosophique. Tout à coup, une pensée joyeuse lui traversa l'esprit. Dans 2 ans, j'aurai 2 Hollandaises. La bonne sera peut-être encore de ce monde. Ces 3-là mêlés dans le troupeau aux 12 filles de l'aigle, ça fera un beau coup d'œil. Il se reprit à lire. Soit, mettons que l'électricité et la chaleur ne soient qu'un seul et même phénomène, mais dans l'équation qui sert à résoudre le problème, peut-on employer les mêmes unités ? Non. Eh bien, alors, le lien qui existe entre toutes les forces de la nature se sent du reste instinctivement. Quel beau troupeau ce sera quand la fille de la pomme sera devenue une belle vache rouge et blanche et qu'on y aura mêlé les 3 Hollandaises. Ma femme et moi, nous emmènerons nos invités le voir rentrer. Ma femme dira « Kostia et moi, nous avons élevé cette génisse comme notre enfant. Comment pouvez-vous vous intéresser à pareille chose ?» demandera quelqu'un. « Tout ce qui intéresse mon mari m'intéresse. Mais qui sera-t-elle » Il se rappela ce qui s'était passé à Moscou. Qu'y faire ? Je n'y puis rien. C'est une sottise de se laisser dominer par le passé, par la vie ambiante. Il faut lutter pour vivre mieux, beaucoup mieux. Il abandonna son bouquin et se perdit dans ses pensées. Cependant, la vieille chienne, qui n'avait pas encore bien digéré sa joie et s'en était allée la crier à tous les échos, rapporta dans la pièce l'air frais du dehors, s'approcha en frétillant de la queue, fourra sa tête sous la main de son maître et réclama ses caresses par de petits cris plaintifs. « Il ne lui manque que la parole, dit Agathe Michalovna. Ce n'est pourtant qu'un chien, mais il comprend que son maître est de retour et qu'il a du chagrin. » « Du chagrin ? Croyez-vous donc que je ne le vois pas ? Depuis mon jeune âge que je vis avec les maîtres, il est grand temps que je les connaisse. Ne vous tourmentez donc pas, notre monsieur, pourvu que la santé soit bonne et la conscience pure, qu'importe le reste. » Fort surpris de l'avoir deviné ses pensées, Lévin la considérait attentivement. « Encore un peu de thé, n'est-ce pas ?» Elle sortit en emportant la tasse. Mignonne continuait à fourrer sa tête sous la main de son maître. Il la caressa et aussitôt elle se coucha en rond à ses pieds, avança les pattes et posa la tête dessus. Et pour prouver que tout allait maintenant selon son gré, elle entr'ouvrit la gueule, fit entendre un claquement de lèvres, ramena autour de ses vieilles dents ses babines visqueuses et se figea dans une béate immobilité. « Faisons de même, se dit Lévin qui avait observé son manège. Inutile de se tourmenter. Tout s'arrangera. » Chapitre 28. Le lendemain du bal, Anna Arkadievna envoya de bon matin une dépêche à son mari pour lui annoncer qu'elle quittait Moscou le jour même. Il lui fallut motiver sa décision aux yeux de sa belle-sœur. « J'ai absolument besoin de partir, lui déclara-t-elle d'un ton péremptoire, comme si elle se rappelait à temps les nombreuses affaires qui l'attendaient. Mieux vaut donc que ce soit aujourd'hui. Stepan Arkadievitch dînait en ville, mais il promit de rentrer à 7 heures pour reconduire sa sœur. Kitty ne vint pas non plus et s'excusa par un petit mot. Elle avait la migraine. Dolly et Anna dînèrent donc seules avec l'Anglaise et les enfants. Cédant peut-être à l'inconstance de leur âge, ou devinant d'instinct qu'Anna n'était plus la même que le jour où il l'avait prise en affection, qu'elle se souciait fort peu d'eux, les enfants perdirent soudain toute amitié pour leur tante, tout désir de jouer avec elle, tout regret de la voir partir. Anna employa toute la journée à préparer son départ. Elle écrivit quelques billets d'adieu, termina ses comptes et fit ses malles. Elle parut à sa belle-sœur en proie à cette agitation inquiète qui masque le plus souvent, Dolly ne le savait que trop bien, un grand mécontentement de soi. Après le dîner, comme elle montait s'habiller, Dolly l'accompagna. « Tu es toute drôle aujourd'hui, lui dit-elle. « Moi ? Tu trouves ? Je ne suis pas drôle, je suis mauvaise. Cela m'arrive. J'ai tout le temps envie de pleurer. C'est absurde, cela passera, répondit vivement Anna en cachant son visage empourpré contre le sachet où elle serrait ses mouchoirs et sa coiffure de nuit. Ses yeux brillaient de larmes qu'elle avait peine à contenir. Je n'ai quitté Pétersbourg qu'à contre-cœur et maintenant qu'il me coûte de m'en aller d'ici,
Et maintenant, il me coûte de m'en aller d'ici. » « Tu as été bien inspirée de venir. Tu as fait une bonne action, dit Dolly en l'observant attentivement. Anna la regarda, les yeux mouillés de larmes. « Ne dis pas cela, Dolly. Je n'ai rien fait et ne pouvais rien faire. Je me demande souvent pourquoi on semble ainsi s'entendre pour me gâter. Qu'ai-je fait et que pouvais-je faire? Tu as trouvé dans ton cœur assez d'amour pour pardonner. Dieu sait ce qui serait arrivé sans toi. Que tu es heureuse, Anna. Tout est clair et pur dans ton âme. Chacun a dans l'âme des skeletons, comme disent les Anglais. Oh mon Dieu, skeletons peux-tu bien avoir? En toi, tout est clair. J'en ai pourtant, dit Anna, tandis qu'un sourire bien inattendu après ses larmes, un sourire de ruse et de raillerie, plissait ses lèvres. Ils m'ont l'air plus amusants que lugubres, insinua Dolly, souriante à son tour. Tu te trompes. Sais-tu pourquoi je pars aujourd'hui au lieu de demain? L'aveu me coûte, mais je veux te le faire, dit Anna en s'installant d'un air décidé dans un fauteuil et en regardant Dolly bien en face. À sa grande surprise, Dolly vit qu'Anna avait rougi jusqu'au blanc des yeux, jusqu'au petit frison noir de sa nuque. « Sais-tu, continuait Anna, pourquoi Kitty n'est pas venue dîner? Elle est jalouse de moi, j'ai abîmé sa joie. J'ai été cause que ce bal dont elle se promettait tant a été pour elle un supplice. Mais vraiment, vraiment, je ne suis pas coupable, ou du moins, je ne lui suis qu'un tout petit peu. » Elle avait prononcé ces derniers mots d'une voix de fausset. « Oh, tu viens d'avoir tout à fait le ton de Stiva, » dit Dolly en riant. Anna s'offusqua. « Oh non, non, je ne suis pas Stiva, dit-elle, soudain renfrognée. Je te raconte cela parce que je ne me permets pas un instant de douter de moi-même. » Mais au moment où elle proférait ces paroles, elle en sentit toute la fragilité. Non seulement elle doutait d'elle-même, mais le souvenir de Vronsky lui causait tant d'émoi qu'elle partait plus tôt qu'elle n'en avait eu l'intention, uniquement pour ne plus le rencontrer. Oui, Stiva m'a dit que tu avais dansé la mazurka avec lui et qu'il... Tu ne saurais croire quelle sotte tournure ont pris les choses. Je pensais aider au mariage et voilà que... Peut-être contre mon gré ai-je... Elle rougit et se tut. Oh, les hommes sentent cela tout de suite, dit Dolly. Je serais navrée qu'il eût pris la chose au sérieux, interrompit Anna. Mais je suis convaincue que tout sera vite oublié et que Kitty cessera de m'en vouloir. À parler franc, Anna, ce mariage ne me sourit guère. Et si vraiment Vronsky a pu s'amouracher de toi en un jour, mieux vaudrait en rester là. Eh mon Dieu, ce serait absurde, s'écria Anna. Mais en entendant exprimer tout haut la pensée qui l'occupait, une vive rougeur de satisfaction lui couvrit de nouveau le visage. Et voilà que je pars après m'être fait une ennemie de cette Kitty qui me plaisait tant. Elle est si charmante. Mais tu arrangeras cela, n'est-ce pas, Dolly? Dolly retint avec peine un sourire. Elle aimait Anna, mais n'était pas fâchée de lui trouver aussi des faiblesses. Une ennemie, c'est impossible. J'aurais tant voulu être aimée de vous tous comme je vous aime. Et maintenant, je vous aime encore bien plus que par le passé, dit Anna, les larmes aux yeux. Ah, comme je suis bête aujourd'hui. Elle passa son mouchoir sur ses yeux et commença sa toilette. Juste au moment de partir arriva Stepan Arkadievitch, haut en couleur, sentant le vin et le cigare. L'attendrissement d'Anna avait gagné Dolly et quand, pour la dernière fois, elle embrassa sa belle-sœur, elle murmura « Songe, Anna, que je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Songe aussi que je t'aime et t'aimerai toujours comme ma meilleure amie. » « Je ne comprends pas pourquoi, » répondit Anna qui retenait ses larmes. « Tu m'as comprise et me comprends encore. Adieu, ma chérie. » Et c'est la fin du chapitre 28. Et je suis désolée, cette lecture est tellement courte. Écoutez. Non, j'allais faire une pause, mais je vais continuer un peu. Chapitre 29. Enfin, tout est fini, Dieu merci. Telle fut la première pensée d'Anna après avoir dit adieu à son frère qui, jusqu'au 3e coup de cloche, avait encombré de sa personne l'entrée du wagon. Elle s'assit sur la couchette, à côté d'Anouchka, sa femme de chambre. « Dieu merci, je reverrai demain mon petit Serge et Alexis Alexandrovitch. Ma bonne vie habituelle va reprendre comme par le passé. » Toujours en proie à l'agitation qui la possédait depuis le matin, Anna s'adonna à de minutieux préparatifs. De ses petites mains à droite, elle tira de son sac rouge un coussin qu'elle posa sur ses genoux, s'enveloppa bien les jambes et s'installa commodément. Une dame malade s'était déjà étendue. 2 autres dames adressèrent la parole à Anna, tandis qu'une grosse vieille, entourant ses jambes d'une couverture, faisait des réflexions acerbes sur le chauffage.
Anna répondit aux dames, mais ne prévoyant aucun intérêt à leur conversation, elle demanda à Anouchka sa petite lanterne de voyage, l'accrocha au dossier de son fauteuil et sortit de son sac un coupe-papier et un roman anglais. Tout d'abord, il lui fut difficile de lire. Les allées et venues autour d'elle, et le bruit du train en marche, la neige qui battait la fenêtre à sa gauche et se collait à la vitre, le conducteur qui passait en mitouflé et couvert de flocons, les remarques de ses compagnes de voyage sur l'affreuse tempête qu'il faisait, tout lui donnait des distractions. Mais la monotonie s'en mêlant, toujours les mêmes secousses, toujours la même neige à la fenêtre, toujours les mêmes voix, les mêmes visages entrevus dans la pénombre, elle parvint enfin à lire et à comprendre ce qu'elle lisait. Anouchka sommeillait déjà, tenant de ses grosses mains gantées, un des gants était déchiré, le petit sac rouge sur ses genoux. Anna Arkadievna lisait et comprenait ce qu'elle lisait, mais elle avait trop besoin de vivre par elle-même pour prendre plaisir au reflet de la vie d'autrui. L'héroïne de son roman soignait un malade. Elle aurait voulu marcher à pas légers dans la chambre de ce malade. Un membre du Parlement prononçait un discours, elle aurait voulu le prononcer à sa place. Lady Marie galopait derrière sa meute, taquinait sa belle-fille, stupéfiait les gens par son audace, elle aurait voulu en faire autant. Vain désir, lui fallait se replonger dans sa lecture en tourmentant de ses mains menues le couteau à papier. Le héros de son roman touchait à l'apogée de son bonheur anglais. Un titre de baronnet et une terre où elle aurait bien voulu l'accompagner, quand soudain il lui sembla que le dit héros devait éprouver une certaine honte et que cette honte rejaillissait sur elle. Mais de quoi avait-il à rougir ? Et moi, de quoi serais-je honteuse ? Se demanda-t-elle avec une surprise indignée. Elle abandonna son livre et se renversa sur son fauteuil en serrant le coupe-papier dans ses mains nerveuses. Qu'avait-elle fait ? Elle passa en revue ses souvenirs de Moscou. Ils étaient tous excellents. Elle se rappela le bal, Vronsky, son beau visage d'amoureux transi, l'attitude qu'elle avait observée envers le jeune homme. Rien de tout cela ne pouvait provoquer sa confusion. Néanmoins, le sentiment de honte augmentait précisément à cette réminiscence, tandis qu'une voix intérieure semblait lui dire « Tu brûles, tu brûles !» Ah ça ! Qu'est-ce que cela signifie ? Se demanda-t-elle résolument en changeant de place sur son fauteuil. Aurais-je peur de regarder ce souvenir en face ? Qu'y a-t-il au bout du compte ? Existe-t-il, peut-il rien exister de commun entre ce petit officier et moi, à part les habituelles relations mondaines ? Elle sourit de dédain et reprit son livre, mais décidément elle n'y comprenait plus rien. Elle frotta son coupe-papier sur la vitre gelée et en passa sur sa joue la surface froide et lisse. Et cédant à un accès subit de joie, elle se prit à rire presque bruyamment. Elle sentait ses nerfs se tendre de plus en plus, ses yeux s'ouvrir démesurément. Ses mains, ses pieds se crispaient, quelque chose l'étouffait. Et dans cette pénombre vacillante, les sons et les images s'imposaient à elle avec une étrange intensité. Elle se demandait à chaque instant si le train avançait, reculait ou demeurait sur place. Était-ce bien Anouchka ou une étrangère, cette femme-là, près d'elle ? Qu'est-ce qui est suspendu à cette patère, une pelisse ou un animal ? Et suis-je bien moi-même assise à cette place ? Est-ce bien moi ou une autre femme ? Attirée par cet état d'inconscience, elle avait peur de s'y abandonner. Se sentant encore capable de résistance, elle se leva, rejeta son plaid, sa pèlerine et crut un moment s'être reprise. Un homme maigre, vêtu d'un long paletot de nankin auquel il manquait un bouton, venait d'entrer. Elle devina que c'était le préposé au chauffage. Elle le vit consulter le thermomètre, remarqua que le vent et la neige s'introduisaient à sa suite dans le waggon. Puis tout se confondit de nouveau. L'individu à grande taille se mit à grignoter quelque chose sur la paroi. La vieille dame étendit ses jambes et en remplit tout le wagon comme d'un nuage noir. Elle perçut un grincement, un martèlement affreux, à croire que l'on suppliciait quelqu'un. Un feu rouge l'aveugla, puis l'ombre envahit tout. Anna crut tomber dans un précipice. Ses sensations étaient d'ailleurs plutôt amusantes. La voix d'un homme emmitouflé et couvert de neige lui cria quelque chose à l'oreille. Elle reprit ses sens, comprit qu'on approchait d'une station et que cet homme était le conducteur. Aussitôt, elle demanda à la femme de chambre son châle et sa pèlerine, les mit et se dirigea vers la porte. « Madame veut sortir ?» demanda Anouchka. « Oui, j'ai besoin de respirer. On étouffe ici. » « Oui, j'ai besoin de respirer, on étouffe ici. »
La bourrasque fit mine de lui barrer le passage. Il lui parut drôle de lutter pour ouvrir la porte. Le vent semblait l'attendre sur la plateforme du wagon pour l'emporter dans un hurlement de joie. Mais, s'accrochant d'une main à la rampe du marchepied et relevant sa robe de l'autre, elle descendit sur le quai. Quelque peu abritée par le wagon, elle respira avec une réelle jouissance l'air glacial de cette nuit de tempête. Debout près de la voiture, elle considérait le quai et les feux de la gare. Non, je vais m'arrêter là. C'est la fin du chapitre 29. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Oui, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, surtout. Oui, prenez soin de vous. Oh, des petites chauves-souris. Formidable. Merci, bonne nuit.